Ça va? Tout le monde est prêt? Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue. Nous ne sommes pas très nombreux, mais quand même. Cette séance d'information portant sur le projet d'agrandissement de l'école Saint-Georges. Cette séance se déroulera essentiellement en français, mais les gens qui souhaitent s'adresser en anglais à la Commission peuvent le faire en toute liberté. This meeting will be held in French, but anyone who will prefer to address the Commission in English and ask questions in English may do so. Je me nomme Arlindo Vieira. Je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. La présidente de l'Office, Mme Dominique Olivier, m'a confié la présidence de cette commission. Je suis appuyé dans cette démarche par le commissaire à ma droite, Jean Cahouette. Je prends également un instant pour souligner la présence ce soir dans la salle de M. en arrière, Luc Doré, qui est le secrétaire général de l'Office de consultation publique. La Commission est appuyée dans ses travaux par Mme Andréane Bernier, qui est secrétaire analyste. À la table d'accueil, vous avez peut-être rencontré, vous trouverez M. Laurent-Maurice Lafontaine et Nicole Ouimana, qui sont présents pour vous fournir toute l'information disponible sur le processus de consultation en cours. Monsieur Gilles Vézina, qui est attaché de recherche et de documentation à l'Office, est la personne que vous devez contacter si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Les coordonnées de Monsieur Vézina à l'Office sont indiquées dans le dépliant disponible à la table d'accueil. L'Assemblée de ce soir est enregistrée, web-diffusée et sténographiée. La web-diffusion est disponible sur le site Internet de l'Office via la page de la consultation. Madame Brunel Amélie Bourque est responsable de la logistique et au son, nous avons Serge Boissé. Sarah Ouellet assure la transcription sténographique de la soirée et Bernard Belzile est responsable de la web-diffusion. Nous tenons également à remercier l'équipe de Crétavie qui assure le service de garde pour la séance de ce soir. Tout ce qui sera dit au cours de l'audience sera transcrit. Les transcriptions font partie du dossier de documentation de l'Office, qui est à la fois disponible sur le site Internet de l'Office et au bureau de l'Office de consultation. Les transcriptions seront accessibles dans environ une semaine. Étant donné que la séance d'aujourd'hui est web diffusée sur Facebook, la Commission salue toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Par ailleurs, sachez que l'Office de consultation publique de Montréal a pris l'habitude de prendre des photographies et d'enregistrer des vidéos pendant les différentes activités de ces commissions pour ses archives et pour une éventuelle utilisation dans ses publications. S'il y en a parmi vous des gens qui ne veulent pas être photographiés ou filmés, nous vous prions d'en aviser le personnel de l'Office à la table d'accueil. The OCPM usually takes pictures and makes videos during information sessions and public hearings. If you don't want to be photographed or filmed, please inform the office employees at the reception desk behind at the entry. Quelques mots maintenant sur cette consultation publique et sur le rôle de l'Office. La consultation est d'abord destinée aux citoyennes et aux citoyens qui souhaitent obtenir de l'information sur les projets urbains susceptibles de modifier leur cadre de vie.
Ils ont aussi le droit de faire valoir leur opinion dans un but d'éclairer et d'influencer la réflexion et les décisions des élus du conseil municipal qui sont relatives à ces projets. Les consultations de l'Office doivent être crédibles, transparentes et efficaces. L'Office est régi par la Charte de la Ville de Montréal, mais il constitue cependant une entité distincte et indépendante. Les commissaires ne sont pas des élus ni des fonctionnaires. Comme toute personne qui fait partie d'une commission, mon collègue et moi, nous nous sommes engagés à respecter le code de déontologie des commissaires. Vous pouvez prendre connaissance de ce code à la table d'accueil ou sur le site Internet de l'Office. Je tiens donc à insister sur le fait que l'Office de consultation publique de Montréal est une entité neutre. Il effectue des mandats de consultation qui lui sont confiés en exerçant son indépendance par rapport à l'administration municipale. Maintenant, parlons de la présente consultation. L'agrandissement de l'école Saint-Georges est un projet de l'école et non de la Ville de Montréal ou de l'Office. L'Office est là pour rassembler de l'information, la mettre à la disposition des citoyennes et des citoyens, recueillir leurs opinions, leurs propositions et leurs suggestions. Par la suite, cette commission produira un rapport qui comprend essentiellement 3 chapitres, un résumé de l'information, un état de la participation citoyenne et finalement une analyse et des recommandations. Ce rapport est alors présenté aux élus responsables afin que le conseil municipal prenne les décisions qu'il jugera appropriées. C'est le conseil municipal de la Ville de Montréal qui a mandaté l'Office de consultation publique le 17 décembre dernier pour qu'il tienne cette consultation conformément à la loi. Dans le cas présent, l'administration de l'école Saint-Georges souhaite agrandir son bâtiment, ce qui porterait à 55% son taux d'occupation au sol, alors que la limite actuelle prévue est de 35%. Un tel agrandissement nécessiterait donc l'adoption d'un règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Nous encourageons toutes les personnes présentes ce soir à poser leurs questions, et plus particulièrement les femmes, qui, selon nos statistiques, participent moins au processus de consultation. Ce n'est pas le cas ce soir. La voix des femmes est importante et je vous encourage à vous inscrire pour poser des questions sur les aspects du projet qui vous préoccupent. La documentation relative au projet d'agrandissement de l'école Saint-Georges, préparée par l'arrondissement et par les représentants de l'école, a déjà été mise à la disposition du public. Elle peut être consultée au bureau de l'Office ou encore sur le site Web de l'Office. Quelques mots maintenant pour vous expliquer le déroulement de la soirée. Les représentants de l'arrondissement Ville-Marie vous présenteront le cadre réglementaire relatif au projet, puis les représentants de l'école Saint-Georges vous présenteront le projet d'agrandissement dans son ensemble. Ça, c'est la première partie. Nous ferons ensuite une courte pause, pendant laquelle vous pourrez vous inscrire à la table d'accueil si vous désirez poser des questions. Afin que les familles puissent retourner à leurs obligations le plus rapidement possible, vous nous permettrez de leur donner une priorité de parole. Donc, si vous avez des enfants à la haute garderie ou même à la maison, n'hésitez pas à le mentionner à l'accueil pour pouvoir avoir la priorité de parole. Voilà. Et j'invite maintenant M. Jean-François Morin, de l'arrondissement de Ville-Marie, à présenter la personne qui l'accompagne et à débuter sa présentation. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis accompagné d'Anne-Rose Gauroz, conseillère en aménagement au sein de la division de l'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie. Comme il a été mentionné, on va avoir une courte présentation de seulement quelques minutes juste pour vous expliquer un peu le contexte de la demande puis le cadre réglementaire.
Puis après ça, comme on a mentionné, le projet en tant que tel, les détails du projet vont vous être présentés par la suite. Donc, je donne la parole à ma collègue Anne-Rose Gorose pour la suite. Donc, bonsoir. Donc, l'agrandissement de l'école Saint-Georges de Montréal nécessite une modification du plan d'urbanisme, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est relative au taux d'implantation de la carte de l'annexe 1 du plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal. En effet, le plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal contient des orientations, notamment des dispositions limitant le taux d'implantation des bâtiments sur la montagne, qui ont été intégrées aux documents complémentaires du plan d'urbanisme de Montréal. Toute modification donc aux documents complémentaires exige une consultation publique menée par l'Office de consultation publique de Montréal. Donc voici la carte de l'annexe 1 qui indique la situation de l'école qui se trouve ici, dans une zone actuellement de 35% d'implantation. Alors le taux actuel de l'implantation du bâtiment de l'école est de 48,5%, qui a été acquis par droits acquis justement. Le projet portera ce taux à 54%, ce qui en réalité porte l'agrandissement à 5,5% de plus. C'est donc cette augmentation qui fait l'objet de la présente demande afin de modifier donc le taux d'implantation de la carte du plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal et d'augmenter le taux d'implantation du lot de 35% qui est indiqué au plan d'urbanisme à 55%. Le zonage indique un secteur de valeur exceptionnelle. On est sur une unité de paysage qui s'appelle le flanc ouest de la montagne. C'est un site patrimonial cité et un site patrimonial déclaré du Mont-Royal. Et pour cette raison, l'autorisation du ministère de la Culture et des Communications est requise. En ce qui concerne les dérogations, pour ce qui est des dérogations au règlement d'urbanisme, c'est le taux d'implantation permis à 42%. Qui est dérogatoire puisqu'on passe à 55%. Et au niveau du plan d'urbanisme, donc, c'est la même chose. On est à 35% au plan d'urbanisme, d'implantation, de taux d'implantation, et on passe à 55%. Donc, le projet a déjà été regardé par différentes instances, dont le comité consultatif d'urbanisme. Alors, le 13 octobre 2015, le comité consultatif d'urbanisme a émis un avis préliminaire favorable au projet d'agrandissement et à la modification du plan d'urbanisme. Il a recommandé une ventilation adéquate et un aménagement paysager avec davantage de passages et d'arbres à la place du gazon qui était proposé, et ces recommandations ont été suivies. Le 9 août 2018, le comité consultatif a à nouveau regardé le dossier et a donné un avis favorable au projet. Bon, le projet a été aussi présenté au comité mixte le 15 janvier 2016. C'est un comité conjoint, Conseil du patrimoine et comité Jacques Vigée, qui a donné un avis favorable au projet d'agrandissement et à la modification du plan d'urbanisme. Il a souhaité que le potentiel archéologique du terrain soit pris en compte avant tout travaux et a recommandé un toit vert ainsi qu'un minimum de 30 à 35% de surface végétalisée. Ces recommandations ont été suivies. Il a recommandé également une étude patrimoniale. Celle-ci a été déposée et indique les éléments d'arrimage entre le bâtiment existant et l'agrandissement qui devait être pris en considération. Le projet a été modifié en ce sens afin que la composition architecturale de l'agrandissement respecte les lignes de force et les alignements de la conception du bâtiment d'origine. Le ministère de la Culture a aussi donné un avis préliminaire favorable au projet le 1er octobre 2018. Pour ce qui est du plan d'urbanisme, donc, il y a des critères d'évaluation et des objectifs qui sont indiqués au plan. Donc, assurer une intégration harmonieuse des nouvelles constructions, considérer la compatibilité des usages projetés avec les usages actuels, protéger les grandes institutions existantes sur la montagne. La présence des grandes institutions a largement contribué à l'évolution de la société et des milieux de vie montréalais. Et enfin, protéger les espaces verts. La présence d'espaces verts de qualité sur ces propriétés constitue des actifs qui doivent être préservés et mis en valeur. L'arrondissement de Ville-Marie a aussi donné un avis favorable en fonction de ces critères dont je viens de vous parler. Donc, il considère que l'intégration et la compatibilité du projet est réelle en termes de volumétrie et d'usage. Également, l'arrondissement de Ville-Marie a considéré la pérennisation d'un équipement collectif qui reste un élément de cohésion dans un secteur vivant du site du patrimoine déclaré du Mont-Royal. Il a été considéré aussi l'augmentation de l'aménagement paysager du site. On passe de 990 m² à 1861 m², qui comprend le verre, le poreux, le minéral et le toit. On a une réduction de l'asphalte dans le projet,
qui passe de 1250 m² à 432 m², une réduction du stationnement, qui passe de 28 à 12 cases, et une augmentation du nombre des arbres, qui passe de... En fait, 22 arbres supplémentaires seront plantés, qui viendront s'ajouter aux 14 arbres existants. On arrive donc à 34,4% de surface paysagée, ce qui avait été demandé par le comité mixte, toit vert compris. Également, l'arrondissement de Ville-Marie a regardé les impacts et aucun impact visuel significatif à partir de la montagne ou vers celle-ci, et aucun impact significatif sur l'ensoleillement de l'espace public n'a été noté. Donc, pour la résolution qui sera préparée pour le conseil municipal, la résolution comprendra des conditions qui reprennent les conditions qui ont été demandées par les diverses instances consultées. Donc, le potentiel archéologique du terrain devra être vérifié avant tout travaux. Un minimum de 34% de surface végétalisée, comprenant le végétal, le minéral poreux et le toit, devrait être aménagé sur le terrain. Et enfin, une garantie correspondant à 10% de la valeur de l'aménagement paysager devrait être déposée dès la première demande de permis, pour pouvoir conclure le projet au bout de ces différentes phases. Donc, c'est ce qui termine ma présentation. Merci. J'invite maintenant M. Kfouri, représentant de l'école, à présenter d'abord les gens et ensuite dire qui va faire la présentation. Qui va faire la présentation? Très bien. Alors, donc c'est à moi. Donc, je me présente, Stéphane Pratt, architecte, cofondateur de la firme In Situ Atelier d'architecture. On est une petite firme vieille déjà depuis 1995. On a développé une expertise spécifique dans les projets institutionnels où on fait des interventions avec de l'intégration de volumes contemporains dans des structures patrimoniales, historiques ou industrielles. Et c'est un honneur qu'on a de travailler sur ce merveilleux projet d'école dont le programme est guidé par une vision pédagogique novatrice. Donc, commençons. L'école Saint-Georges, donc c'est une école fondée en 1930, une école privée non confessionnelle de petite envergure qui propose un cursus bilingue sur son territoire. Donc, un des principes de l'école est, en anglais, « Health come first », donc la santé d'abord. Et le projet a pour objectif d'améliorer le bien-être des utilisateurs en fournissant des espaces flexibles et dynamiques. Et en effet, les lieux actuels ne permettant plus d'incarner cette devise, c'est pourquoi l'école s'est lancée dans un projet d'actualisation de ses infrastructures. Et depuis 2014 maintenant, nous réfléchissons tous ensemble et travaillons à développer un projet qui réponde aux nouvelles exigences pédagogiques répondant aux enjeux du 21e siècle. Donc, si on regarde le contexte, le projet vise à améliorer les environnements existants avec un souci d'intégration architecturale et paysagère. Le projet s'insère harmonieusement, nous le pensons, dans le site patrimonial du Mont-Royal dans lequel il se trouve. Le contexte urbain dans lequel il se trouve au niveau de l'usage, principalement sur la rue de Boulevard, c'est un usage hybride résidentiel et d'institutions d'enseignement sur le boulevard. Il y a adjacent à The Priory School, le Study un peu plus loin et l'école primaire Saint-Georges qui sont sur The Boulevard. Donc, on peut noter juste à côté de l'école ici l'institution d'enseignement Priory School. Au niveau de l'existant, le projet n'a pas d'impact visuel ni sur la rue de Boulevard, qui est l'entrée administrative, ni sur la rue Ramsey, qui est l'entrée des élèves. Les seules interventions sont plutôt au niveau de la cour, qui actuellement a la façade aveugle d'un gymnase et une grande zone qui est asphaltée. Et on a pris ces
ces critères-là comme potentiel de développement de projets. Et si on regarde au niveau historique comment le projet s'est développé, donc on a en bleu pâle la construction d'origine en 1956. Et 15 ans plus tard, en 71, il y a eu des additions en bleu moyen. Et un autre 18 ans plus tard, en 89, le gymnase qui a été, et l'entrée des élèves qui a été ajoutée à l'école. Donc, ça fait plus de 30 ans que l'école possède les mêmes infrastructures et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'école souhaite les actualiser. Donc, au niveau du programme, le projet vise à actualiser les espaces d'enseignement et les espaces de sociabilisation. Et en aucun cas, c'est l'intention de l'école d'accroître la capacité de l'école. Il s'agit plutôt d'actualiser les espaces avec la nouvelle pédagogie qui se développe. Donc, pour ce faire, en ce moment, il y a peu d'espaces communs, donc c'est de les optimiser et d'en additionner pour permettre un regroupement, la collaboration des expositions et d'intégrer à chacun des étages des vestiaires au cœur du bâtiment pour permettre une circulation fluide vers les espaces communs et les classes. Le deuxième aspect, c'est l'adaptabilité, d'adapter les espaces des classes aux nouveaux programmes et cursus. Et plus spécifiquement, c'est de créer des petites classes spécialisées, spécifiques à la matière, mais en même temps très flexibles. Donc, flexibles au niveau de l'enseignement. Chacune des matières a différents modes d'enseignement et en ce moment, les classes sont génériques, sont un peu limitées ou justement trop spécialisées. Aussi, la création d'un grand espace multifonctionnel en relation avec l'extérieur pour des expositions, des conférences, des lectures, des événements, des cours de yoga, on verra. Et les espaces extérieurs proprement dit, de la cour, qui peuvent être à la fois des espaces d'enseignement et de regroupement, et aussi des espaces d'apprentissage au niveau de la biologie, de la culture, d'exercice et des espaces d'entraînement. Donc, on a quelques exemples des espaces communs avec des propositions d'aménagement qui permettent justement l'exposition. La classe de musique très petite qu'on souhaite doubler pour avoir la possibilité d'avoir 2 salles distinctes et une plus grande salle de musique, ou l'aménagement des laboratoires où le mobilier fixe et les éviers font que la pédagogie peut pas se faire de façon fluide car la salle ne peut pas être reconfigurée. Donc, on propose justement de pouvoir modifier ces espaces-là. Donc, quelques stratégies, des critères de conception avec quelques références. Donc, dans un premier temps, le projet souhaite adopter une conception biophilique, c'est-à-dire essayer de raviver les liens entre la nature et l'humain en privilégiant la lumière naturelle, la ventilation naturelle, ainsi que la perméabilité visuelle et physique vers l'extérieur. En ce moment, la cour est assez peu accessible. Il y a une petite porte dans le coin et c'est ce qu'on souhaite développer. Au niveau de la flexibilité des espaces, comme je l'ai mentionné précédemment, spécialement au niveau des laboratoires, avec des aménagements qui permettent le travail de groupe, travail individuel, travail commun, conférences. Donc, l'idée de pouvoir développer différentes formes d'enseignement, même les classes. Et évidemment, le critère de la santé dans le projet, donc maximiser la ventilation naturelle, l'amélioration de l'environnement acoustique et la maximisation de la lumière naturelle. Donc, je vais
passer rapidement sur les grandes lignes du projet. Donc, l'ensemble du projet se fait en continuité avec les étages existants. On a une petite axonométrie qui vient montrer comment, finalement, on vient se lever contre le gymnase et créer un accès à la cour spécifique pour les étudiants, et l'ensemble des niveaux est en continuité avec cette addition. Donc, l'addition se fait au niveau, on voit en bleu foncé, au niveau d'un noyau central qui est pour les nouveaux espaces de circulation et les vestiaires. En vert pâle, c'est ce qu'on appelle l'agrandissement biophilique, ces nouveaux espaces multifonctionnels en lien avec l'extérieur au niveau du rez-de-chaussée, et les salles de classe d'art et de mathématiques aux étages. En vert foncé, c'est les salles de classe existantes pour la plupart qu'on rénove au niveau des laboratoires, salles de musique, des interventions au niveau des salles de robotique. Et en bleu pâle, la cour extérieure qu'on reconfigure complètement. Donc, je ne m'éterniserai pas sur la prochaine diapositive. On a parlé au niveau des taux d'implantation et tout ça, mais on peut remarquer effectivement qu'au niveau de l'orientation, le soleil ne vient pas créer d'ombre. Pour les prochaines diapositives, ça va toujours être l'existant à gauche et le proposé à droite. Donc, une augmentation minimale de l'implantation au sol, on parle de moins de 250 mètres carrés. Une augmentation des espaces verts substantiels, pratiquement de 60%, l'ajout des arbres. Et ce qui fait qu'on croit que le projet va être une bonification pour le quartier. Au niveau des espaces, je vais passer rapidement d'étage en étage. Donc, en rez-de-chaussée, il y a l'augmentation des espaces publics d'interaction, de circulation et de travail. C'est ce qu'on voit en bleu pâle. Et avec les espaces de sport et de bien-être qui sont dans une section, et les secteurs de musique et de sciences et technologies qui sont dans une autre aile, avec l'aménagement de la cour extérieure avec l'entrée spécifique de la cour qui est formalisée. À l'étage, on voit encore en continuité avec les espaces administratifs qui sont en relation avec l'entrée sur la rue de Boulevard. On intègre les vestiaires au cœur du bâtiment et on rassemble l'ensemble des classes de mathématiques qui sont dispersées en ce moment dans un seul bloc. Et pour le dernier étage, même stratégie au niveau de la circulation et des vestiaires au centre, et ça permet de rassembler dans un bloc tout le secteur des langues et de la culture, et de l'autre côté, au dernier étage, les deux grandes salles de classe d'art plastique. Donc, je vais aller d'espace en espace. Vous allez remarquer dans l'ensemble des espaces, on utilise des matériaux naturels, une intervention architecturale assez minimale, et on mise beaucoup sur la lumière pour venir unir l'espace. Donc, ici, on voit les nouveaux espaces de circulation, mais qui sont aussi des espaces de rencontre et qui mènent à l'arrière, avec la relation avec l'extérieur, à ce nouvel espace multifonctionnel en relation avec l'extérieur, avec une agora pour les élèves. Donc, c'est ce qui constitue le cœur du noyau central.
Au niveau des classes, donc on voit les nouvelles salles de laboratoire avec le mobilier amovible qui permet de reconfigurer les classes et la salle de musique double qui adopte un langage similaire aux autres, mais avec un souci acoustique pour, au niveau de la transmission et du confort acoustique des lieux. Au niveau de l'agrandissement, ben, on voit bien qu'on est en continuité avec la structure existante. On vient formaliser l'entrée dans le creux, qui devient l'entrée sur cour. La relation avec la cour, la majorité des espaces verts poreux et l'intégration de mobilier qui permet une appropriation de la cour avec les salles d'art au dernier étage, mais mathématiques en dessous. Une matérialité, je dirais que la matérialité première de l'école, c'est la lumière. Donc, c'est le choix de l'architecture. Donc, on utilise des panneaux qui laissent entrer la lumière, des fenêtres qui permettent une ventilation naturelle, et le tout en relation avec la cour. Donc, cette cour, où on voit l'existant ici avec les surfaces asphaltées, le côté opaque du gymnase et la nouvelle cour végétalisée avec la relation intérieure-extérieure. Et donc, on fait affaire avec une firme d'architecture de paysage, donc qui a commencé à travailler l'ensemble des interventions, donc des mobiliers urbains, des espaces plantés, du type de végétation. On peut aller rapidement, on est même allé au niveau il y a une inversion, des vivaces et des graminées sur le site, au niveau du système des arbres feuillus et des systèmes arbustifs, des vivaces, tout ça. Donc, il y a tout un choix de plantation qui a été fait dans l'optique d'avoir une panoplie d'arbres indigènes et de végétation indigène pour refléter à la fois le cadre végétal dans lequel le projet s'inscrit et aussi que ça puisse servir d'outil pédagogique pour l'école, tant au niveau de la nomenclature des espèces, mais aussi de l'utilisation des végétaux à même les cours de sciences et de biologie. Donc, ça fait le tour rapide du projet. Là, je vous laisse avec la vision de cette cour intérieure où on voit bien cette porosité avec l'extérieur qui n'est pas présente actuellement puis qui est essentielle à cette nouvelle pédagogie de l'école. Merci beaucoup. Voilà pour la première partie. Alors, nous prendrons ensuite une petite pause d'environ 10 minutes. Et ensuite, au retour, nous procéderons avec la période de questions. Si vous désirez poser une question, vous devrez vous inscrire à la table d'accueil. Vous aurez droit à 2 questions par intervention. Le registre demeurera ouvert environ, on verra là, selon le déroulement, mais au moins une demi-heure après le début de la séance des questions. Et vous aurez donc la possibilité de vous réinscrire si, après avoir posé des questions, vous en avez d'autres. Donc, j'insiste un petit peu sur le fait que c'est des questions, donc c'est des demandes sur des précisions ou des questions sur ce qui vous a été exposé. Il y aura
plus tard, dans le processus de consultation, une séance pour recueillir les opinions, alors, qui peut être faite oralement ou par écrit. Cette séance sera le 17 avril prochain. Donc, ce n'est pas ce soir que vous devez donner votre opinion. C'est essentiellement des questions, des clarifications, des précisions que vous souhaitez demander. Donc, merci beaucoup. Nous reprendrons environ à 8h moins 10. Merci. Nous sommes donc maintenant prêts à reprendre la séance. Et dans quelques instants, nous débuterons la période de questions. Lorsque, pour le moment, j'ai 2 personnes inscrites, lorsqu'on vous appellera, nous demandons de bien vouloir venir prendre place ici devant le micro et de vous identifier. Nous vous demandons également de bien parler au micro afin d'assurer la captation de ce qui est dit, tant pour la sténographe que pour éventuellement les auditeurs sur Internet. Comme j'ai dit tout à l'heure, chaque personne pourra poser des questions et je vous demande, malgré que ce soir nous ne sommes pas très nombreux, mais quand même, essayer de limiter les préambules à tout ce qui est indispensable pour la compréhension de la question. Les questions devront m'être adressées à titre de président et toutes les réponses devront être adressées directement au commissaire. Ceci, nous pouvons intervenir à tout moment pour obtenir de l'information supplémentaire ou des clarifications. Si une réponse ne peut être donnée ce soir, soit par la Ville ou par les représentants de l'école, elles devront être fournies par écrit dans les meilleurs délais, parce que toutes les réponses sont publiques et elles font partie du dossier de documentation qui est accessible sur le site web de l'Office. Encore là, je vous demande à être... je ne pense pas que c'est nécessaire de vous rappeler ça, mais bon, d'habitude, on rappelle aux personnes qui souhaitent intervenir de le faire dans un climat serein et courtois et ne pas faire des remarques désobligeantes, des propos diffamatoires ou des attitudes méprisantes. Je ne pense pas qu'on va être nécessaire de vous rappeler ça souvent ce soir, mais bon, ça fait partie un peu de nos recommandations. Donc, je vous remercie de votre collaboration d'avance. Ceci dit, nous sommes prêts à demander à Mme Carole Bushman de venir poser ses questions. Vous pouvez vous asseoir, madame, ça va. C'est plus facile pour la captation, pour le micro, et ajuster le micro à votre... Merci. Bonne soirée. Moi, je viens parce que je suis une rue Ramsey. Oui, la rue Ramsey. Oui. Quand je parlais de votre espace de stationnement que vous passez de 24 à 12, je me demande si vous allez mettre les autos. OK. Parce qu'on a des problèmes de stationnement sur cette rue-là, souvent. Par le passé, c'était pas agréable parce que les gens stationnent et puis ça nous bloque quand on veut sortir de nos entrées. Et c'est arrivé souvent, autant la journée que la soirée, quand il y a des réunions, entre autres avec des parents ou il y a des activités quelconques, ça arrive souvent que nos entrées sont pas très bien dégagées. Alors, puis aussi considérant les travaux qui s'en viennent, je me demande qu'est-ce qui va se passer avec ça. Merci beaucoup. 2 questions, très bien. Et je pense que les 2 demandent des réponses autant du promoteur de l'école que de la Ville, parce que j'aurais demandé à la Ville qu'est-ce qui se passe au niveau de la réglementation pour le stationnement, s'il y a des changements prévus. Alors, maintenant, pour l'école, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Oui.
On va perdre à peu près 12 à 14 places de stationnement. On est en train de regarder avec les professeurs et les gens qui travaillent à l'école pour avoir plus de carpooling, avoir les gens qui vont être capables de venir ensemble. Mais on sait que on va perdre les places et l'endroit va absorber les 14 places qu'on va perdre là. Mais je pense qu'avant, on avait Marianopolis qui était juste à côté de toutes les rues là. Ils sont plus là maintenant. Je pense qu'il y avait plus de voitures de Marianopolis qui stationnaient dans l'endroit qu'il y a maintenant. I think that's it. Et pour la construction, peut-être vous pouvez me dire c'était quoi la question? Bien, c'est que pendant qu'il va y avoir de la construction, il va y avoir des gens qui vont venir stationner leur voiture pour venir travailler sa construction, n'est-ce pas? Okay. Alors, c'est toute la logistique aussi Yes. là, qui va avec le stationnement dans un site de construction, quasiment. La circulation des camions et tout ça. Okay. C'est vraiment l'enjeu. Yes. Pour les camions de construction, ils vont tous stationner dans le stationnement parce que la dernière étape va être de changer le stationnement à zone verte. Ça veut dire, durant les constructions, on va avoir l'asphalte qui va rester là. On va utiliser cet espace pour stationner les voitures de construction. En tout cas, je ne sais pas s'il y a assez d'espace pour tout ça, là. En tout cas, ce que je veux dire, compte tenu des travaux que vous allez faire préalablement avant de construire, vous allez quand même creuser Oui, mais En tout cas. can we go back a couple of slides just for the size of the building? Yeah. So, nous, le zone que vous voyez là, c'est déjà fait partie de. Can you point to where the addition is? Était le micro Yeah. de plus proche. Sorry. Merci. So, the new building, le parti nouveau, est celle qui est à droite, mais vous voyez, il y a un parti qui fait déjà partie de le bâtisse. Ça veut dire, nous, on augmente seulement 5% de 5% of the size of the building is being increased. So that entire section that is parking right now and the entranceway will still be used for parking during construction. OK. Yes, and all the way up onto the grass, which is what has happened before. Yes. OK. En réponse aussi à la question du stationnement, Oui. une des priorités de l'école depuis maintenant 3 ans, c'est d'améliorer notre empreinte écologique sur l'espace parce que ça fait partie de nos programmes pédagogiques aussi avec les élèves. Alors, il y a toute une réflexion qui se fait à chaque année avec des mesures de comment est-ce qu'on peut davantage s'impliquer au niveau environnemental. C'est très certain que dans la mesure où on s'en va vers moins de stationnement, on va aussi amener cette réalité-là auprès des enseignants. Comment est-ce qu'on peut améliorer aussi? Il y a possibilité qu'on fasse du covoiturage, mais il y a aussi possibilité qu'on puisse trouver des zones où on se rencontre, puis ils stationnent leur voiture parce que c'est beaucoup plus facile, puis qu'on amène ces gens-là à l'école. Puis le transport en commun aussi, c'est sûr que dans la mesure où le transport en commun continue à s'améliorer, bien, ça devient aussi plus facile d'avoir moins de voitures dans le stationnement. Du côté de la ville, est-ce que cette question a été étudiée? Est-ce qu'il y a éventuellement des solutions qui sont envisagées?
Oui, en fait, c'est nos collègues, la division de la circulation à l'arrondissement de Ville-Marie, qui ont étudié cette question-là, effectivement, parce qu'on s'est effectivement, nous aussi, posé la question avec la diminution des cases de stationnement, l'impact. Et les données qu'ils ont, parce qu'ils ont des données quand même de façon régulière sur l'occupation des espaces de stationnement sur rue, et les données qu'ils ont pour le secteur leur disent que le secteur est capable d'absorber ces quelques 12 cases-là là, qui seraient perdues sur le site pour qu'ils pourraient être absorbés sur les rues avoisinantes. Par contre, ce que j'ai entendu de votre question, c'est qu'il y a peut-être une problématique ponctuelle sur la rue Ramsey là, vis-à-vis l'école. Ça, on serait heureux de transmettre plus d'informations à nos collègues de la circulation s'il y a une problématique, une signalisation particulière à mettre en place pour ce tronçon-là de la rue Ramsey. On pourrait l'étudier sans problème. Bien, déjà, il y a une limite de stationnement de 2 heures qui est permise, alors il faut tenir compte de ça. Et c'est important parce qu'avant, n'importe qui stationnait sur des longues périodes. Pouvez-vous vous approcher du micro? Oui, excusez-moi. Ça pouvait être des infirmières aussi qui pouvaient venir de loin. Quand c'était permis de stationner toute la journée, il y a des gens d'un peu partout qui venaient. Alors, en mettant la limite à 2 heures, ça a réglé pas mal de problèmes. Puis d'éviter le matin, là, quand les parents arrivent puis débarquent leurs enfants, là, c'est un flot, hein? Fait que ça, disons que ça aide. D'accord. OK. Ouais. On en prend bonne note. Ouais. Merci. Okay. Merci. Merci. Est-ce que, vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, je vais vous permettre, si vous avez d'autres questions, je vais vous permettre de les poser. Bien, moi, en tout cas, pense que s'il y a la construction, c'est qu'il y ait des mesures de sécurité sur cette rue-là, au niveau des déplacements des camions, parce que l'espace où ils vont rentrer, ces camions-là, c'est assez étroit. OK. Alors, je peux imaginer là, comment ils vont s'y prendre pour rentrer là-dedans. Puis, je vais vous dire, mes voisins aussi sont concernés par ça. OK. Ouais. Est-ce que vous constatez le même problème? OK, je comprends, vous êtes sur la rue de Ramsey. Est-ce que sur le boulevard ou les autres rues environnantes, est-ce qu'il y a risque d'avoir le même type de problème? Vous connaissez le même type de problème? Bien, le matin, c'est plutôt un embouteillage là, sur boulevard. Peut-être pas l'après-midi, c'est plus tranquille. Mais moi, je sais qu'il y a eu justement le site de construction de Marianapolis, là, des camions, ils en passaient, et ils en passaient, et ils en passaient. Alors, je me donne une idée de à quoi ça peut ressembler. D'accord. Puis il y a des heures, des fois, c'est un peu tôt aussi. Là. Alors, OK. Ouais. On a un bon environnement, puis on le tient. J'aurais une question aussi pour le plan de l'école. Est-ce qu'il y a souvent des événements, des activités en dehors des heures de classe? Je pense qu'ils ne sont pas souvent, mais ça arrive, maybe once every 2-3 weeks. Des événements qui demandent aux parents de venir se stationner. De grands groupes de parents, non, pas souvent. Il y a des événements ponctuels comme le théâtre. 3 fois par année. Il y a le théâtre 2 fois par année, je m'excuse, mais ça pourrait être 2 soirs, là, chaque événement. Ensuite, il y a les rencontres du board, mais là, on parle de 10 par an, donc c'est pas énorme. Les rencontres sportives, il pourrait y avoir jusqu'à peu près 6 heures des gens qui viennent chercher des enfants. Mais en soirée, les rencontres de parents, 2 fois par année, il n'y a pas énormément de choses. Il y a des choses, je dirais peut-être, en tout, là, peut-être 7 ou 8 gros événements, je dirais, par année. OK. Can I just say one more thing? We definitely appreciate the safety aspect, and we will include the safety procedures in the general contractor's terms, and it'll be the general contractor's responsibility to have a guard at the entrance of school, making trucks when they stand down, to make sure that they're in a safe area, because we care about our students as much as we care about our neighbors. So I will for sure include that in our general contract documents. Pour le bénéfice éventuellement des personnes qui nous écoutent sur le web et peut-être même ici, j'ai constaté qu'il y a eu un miracle. Vous nous aviez dit que vous ne parlez pas beaucoup français. Alors, j'ai vu que vous parlez très bien. Alors, je vous encourage à continuer quand vous pouvez le faire en français, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent qui sont moins familiers avec l'anglais. Est-ce que ça va pour vous? Oui, ça va, ça répond à mes questions. Merci. Je vous remercie tous.
Merci beaucoup. Merci. C'est au tour de Angela ou Angela Kakridonis. Hi. Bonjour. I'm actually the neighbor that I think is the most affected by this change. I live behind the school in the area which is asphalted right now. So although there's been a lot of discussion about the building not having a visual impact, from my property, it's a huge visual impact because I have nothing behind my property at this point, and I will be having a 3-story building. Where the asphalt area is, that entire asphalted area from I think your gymnasium, I don't know what that building is. Yes. From that building until the end of your asphalt area is my backyard. Okay, so that means your house... I'm on Cedar. I'm on Cedar where Yes, the entire yes. asphalt area is my yard. So we're talking about... you have to speak to the mic, please. Sorry. Yeah. Oh, Yeah. yes. Take the microphone. Oh, I thought it was me. So that would be your house? Yeah, that's my Correct? house. Yeah. Okay. Yeah. Okay, just wanted to... So from my perspective, this will have a very big visual impact. And my questions are, how wide is the addition, first of all? I know it's 3 stories. I'm assuming that it's as high as your gymnasium, whatever building is there. Correct. And how much will this property come into my backyard? Dimension. 25. Depth. We can double check, but we think it's around 25 feet in depth. which would be 25 10 feet, and currently that space is... Parking. I know, but how wide is it? Oh, you mean The the... entire The area? width of the asphalted area. I don't have that dimension with me, and I don't... Visually, to me, it looks like it would be, it's probably like maybe 60 feet. Again, I don't want to say a number that's incorrect, and we can definitely get back to you Yeah. with those numbers. I don't want to say something that is not correct. Okay. Okay. That's no problem. You can answer that on Okay. by written and then be available on the website. Right. Yes. Right. Because that is, that's significant for my house from a light perspective, from, just visually. My neighbor who is on the Priory side, they changed their gymnasium years ago, and they increased the height of the gymnasium, and his property, his backyard is all that gymnasium. He has no light. It's awful, and I think it also affects the value of my house when you have like a 3-story building behind it when there was nothing there before. That was my first question in terms of the size. The second question I have is, there is a certain student body at the school right now, and they're using that area during the day, like at lunchtime, because I can hear I don't work, so I hear the kids playing, and I know that everything is being pushed towards our house, our yard, because I constantly have basketballs, and in my yard there's kids coming into my yard constantly, so the kids don't have a lot of space. They're coming to your to get the basketball? To collect everything that's fallen into my yard. Okay. So they don't have a lot of space. By reducing that space, I think it creates even more pressure on these children. And the second issue I have is that I often have kids in my property. The kids leave the school because there isn't enough space for them to
be, and they're coming onto the steps of my property, they're in my driveway, they're, you know, and it's not only my house. And I often go out and tell them, you know, I have 3 kids, you guys don't belong to me, you shouldn't be here. So they leave, but it's an overflow because there is nowhere for the children to go. And by reducing this size of this space, it creates a bigger issue for the school, for the kids, and for the community around. So what are you going to do about that? I think when we talk about reducing the space, what we're talking about is the entire space, not the usable space. We're actually increasing the amount of space that the kids can use for recreation. So right now, because it's mostly used for parking, that space can't be used by the kids. When we reduce the amount of parking in that space, we reclaim all of that with the benches. There's a Trek Fit area which allows winter and summer physical activity with pull-ups, push-ups, the whole section along the Priory. So we are expecting that less kids will be sitting in front of your house because we are providing that space that has been missing this entire time. And that was part of the design plan, is to make a space for these children. We've already done a portion of that. When you take a look at our student lounge, which is on Ramsay, we have now a Zen garden, which is an area that we have reclaimed because it used to be not usable. And now there are benches and a water fountain and trees and grass, etc. And we find that the kids are using that a lot. And that is the hope and the reason we designed the courtyard, is to be able to house our kids in our area in a safe manner for them to be able to enjoy and appreciate what we have to offer as far as the greenery, the trees. We're actually going from 14 trees, we're adding 22 trees, and that's to be able to add shade so that the kids can sit outside without getting sunburnt, and as we see, the days are getting much hotter in the summer. So there was an entire plan that was given to the landscape architect with our needs, and the biggest needs was to be able to have a space for our students to be able to take advantage of the outdoors and to bring the outdoors indoors, which is, we have large sliding doors that open up from our multi-use space directly to the outside. The building itself looks wonderful. It looks like a wonderful building. It's just that, you know, from my perspective, it's still a 3-story building behind my house that never existed. And I would hope that in creating your new space for the kids, you would consider relocating your basketball area so that I don't constantly have visitors and balls, and, you know, so that's a concern. Now, and my last, even though I'm only supposed to ask 2 questions, but I have one last question. Have the right to the bonus question. A bonus question, yes. We've had a lot of construction around our neighborhood, and our neighborhood is built on Blue Rock, as you know, and I'm assuming that this extension is going to, is it going to have, it's obviously going to have a foundation, but will it even have a basement? No. So it's just a foundation. Correct. And it's very probable that you will find Blue Rock when you get there, and you're going to need to dynamite or drill, and we had issues in our property, in our house, from the construction, I believe. I'm not sure if it was with Marianopolis or if it was when they were doing the streets on Cedar, because when there was you know, when they got to the rock, the tremble travels. I'm not an architect, but
this is, and we had certain issues in our house. Now, this property is very close to our house. Yes. And we had issues, and it was very far from our house. So that is also another major concern I have. And I don't think it's only a concern for my house. It's a concern for, all the neighbors around our area. Yes. What are you planning on doing to... What would be standard in our industry is that if we find that we do come to an area that needs to be excavated in a way that is not typical, what we end up doing is we have the general contractor send an inspector, a third-party inspector, to the buildings that are around us. They will take pictures and notes of the condition of the buildings before we start the work. And then they have a way of documenting. And like I say, this is worst case scenario if we find for some reason that we have hit rock sooner than we expected. But before this even starts, we get what's called geotechnical reports, which are boreholes that are done. But it's such, I know on the plans it looks like a big building. It's not a big building. It's 250. Yeah, I have the answer. The building itself is around 25 foot, which is a typical lot in the plateau. Like it's the equivalent of a plateau lot, and the whole court is 90 feet. So there's 65 feet left. Once you put in the 25. We put in the building, yes. Okay. So yeah, I mean it's really one classroom width is what we're building, is a corridor and a classroom. So we are for us the same way as everyone. It's a balancing act between how much green space we want to give the kids and how much extra space we need to give them to be able for them to study in the best manner possible. So we're not looking to take over the whole area. We just want to build the minimum amount that will allow us to have the classrooms that we need since we haven't been able to renovate in the last 30 years. But I think our students are very much aware that they don't have green space. We try and use the mountain. Sometimes we'll bus them to green spaces. It's amazing. I'm a parent. I've had 2 kids go through the school. One is still there. They are looking forward to having green space. We're looking forward for them to have green space. And I think that's the biggest addition in this entire program is the green roof, and it is the trees, and it is to be able to have classrooms outside. To be able to have kids go do their art classroom outside and draw nature, and our science classrooms as well, and the sustainability classrooms. So that's what we're hoping for. Okay, well, those are my questions. Yeah, thank you very much. Je vais demander quand même pour le bénéfice, toujours vous savez qu'il y a peut-être un grand auditoire qui nous écoute de loin. Peut-être pour leur bénéfice, pourriez-vous faire un petit résumé, peut-être vous, madame? Vous êtes capable des réponses qui ont été fournies aux questions. Les questions concernaient essentiellement l'impact que madame va avoir sur sa maison, du fait qu'il y a une construction qui va être, donc un impact visuel important, une construction qui va être derrière sa maison qui n'était pas là. Alors, juste peut-être résumer un petit peu ce qui a été donné comme réponse. M. Fourier disait qu'en fait, il y a 25 pieds d'une zone totale de 90 pieds de large qui va être utilisée pour des locaux de classe, mais que dans l'ensemble, un des buts principaux de la construction arrière, c'est de produire, de donner aux jeunes accès à des espaces verts, à des espaces aussi pour qu'ils puissent vivre des activités sociales et pour qu'ils puissent vivre à l'heure de pause dans un environnement qui est beaucoup plus agréable et puis aussi conducif à la socialisation que ce qu'on a présentement. Actuellement,
la grande majorité de cet espace-là, c'est du stationnement. Donc, effectivement, il y a peu d'espace pour que les enfants puissent jouer, pour qu'ils puissent socialiser en dehors des heures de cours. Et le but premier de cet espace-là, en ce qui a trait à l'extérieur, c'est vraiment de fournir ces espaces, autant pour les activités sociales des jeunes ou ludiques, que pour permettre aussi aux enseignants de profiter de ces espaces-là du côté pédagogique, parce qu'il y a un avantage à pouvoir travailler dans la nature quand on est prof de littérature, quand on est prof d'art ou quand on travaille en biologie avec des jeunes. L'autre partie des préoccupations de Madame concernait les camions et les impacts que ça pouvait, qu'elle a senti dans une autre construction qui était beaucoup plus loin, un impact relativement important. Alors, M. Khoury disait qu'ils allaient avoir des experts qui allaient considérer, ils allaient faire des études géothermiques, je crois, techniques, excusez-moi, et qu'il y avait des experts qui allaient considérer l'impact de l'excavation. Et que, bien entendu, on allait prendre l'état au niveau visuel des propriétés qui pourraient être atteintes pour pouvoir faire évidemment, le moins d'impact possible. Autre chose? That's it? Oui. Merci. Oui, mon collègue s'est inscrit pour poser aussi des questions. Alors, Oui, Madame Bossy, j'aimerais juste poser la question. Vous avez 275 élèves environ. J'imagine que les classes de récréation à l'extérieur sont décalées les unes des autres. C'est pas 275 élèves qui se retrouvent en même temps? Non, il y a 2 heures de dîner, effectivement. Alors, on aurait à peu près 150 élèves qui se retrouveraient à l'heure des juniors, puis à peu près une centaine à l'heure des seniors. Oui. Oui, évidemment aussi, il y a des élèves qui sont dans le gym. L'autre aspect qui n'a pas été mentionné, c'est que dans le plan qui est proposé, il y a des espaces qui sont additionnés dans les zones communes qui permettraient justement aux élèves d'avoir plus d'espace de socialisation dans ce qu'on appelle le Student Lounge. Et évidemment, au cours des 2 dernières années, on a créé un peu aussi d'espace, soit dans le Zen Garden ou dans un centre de fitness qu'on a construit au sous-sol. Alors, on augmente autant qu'on peut les espaces pour permettre aux jeunes d'avoir une vie étudiante plus satisfaisante, disons. Merci. Je crois que vous aviez aussi une question pour la Ville, Monsieur... Cher collègue? Oui. À savoir, je veux juste être bien sûr d'avoir bien compris que que le seul, la dérogation, on parle d'une seule dérogation qui est bien celle de l'implantation au sol, le footprint. C'est pour être sûr de bien comprendre, d'avoir bien résumé. Exactement. Oui. Puis déjà, le footprint, là, comme vous dites, le taux d'implantation est déjà dérogatoire à la réglementation, donc tout agrandissement nécessite cette procédure de modification du plan d'urbanisme. Est-ce qu'il y a été question d'envisager de procéder en vertu de l'article 89 pour cette consultation? Non, parce que, en fait, on modifie le plan, puis il s'agit d'une école privée aussi. Il faut que ce soit une institution publique pour passer par la procédure de 89. Donc, on ne pouvait pas dans ce cas-là. Ah, OK. Ça a été vérifié. C'est la raison pour laquelle... Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres dérogations à d'autres règlements? Non. Non. C'est vraiment juste le taux d'implantation. Tout le reste du projet est conforme à la réglementation. OK. Si je comprends bien aussi, il n'y a aucune possibilité de référendum pour ce projet. Oui, en fait, dans ce cas-ci, là, pour la démarche présentement, c'est la modification au plan. Donc, c'est pas susceptible d'approbation référendaire. Après ça, il y aurait le projet particulier qui suivrait. Ça, je vais laisser Anne-Rose au niveau de la procédure. En fait, il y a un dossier qui suivra ensuite, après la modification du plan d'urbanisme qu'on est en train de regarder. Il y a effectivement une procédure de projet particulier. Et là, dans la procédure de projet particulier, il y a une possibilité de référendum, oui.
Okay. C'est-à-dire que ça passe par une autre... au lieu de passer par le conseil municipal comme aujourd'hui, ça passe par le conseil d'arrondissement. Il y a une consultation publique et il y a aussi une ouverture de registre pour éventuellement une procédure référendaire. Mais ça va être pour le projet particulier et non pour la modification au plan d'urbanisme. C'est deux procédures différentes. Je comprends. Oui. Dans la mesure, dans le même esprit que vous pensez avoir, mettons, faire du monitoring sur les voisins, les résidents, au cas où il pourrait y avoir des problèmes quant aux impacts lors du creusage, et de la même façon que vous pensez mettre aussi un agent de sécurité, évidemment, à la sortie du chemin, est-ce que vous avez... Parce que j'ai lu qu'il se pourrait que le projet soit un peu étalé sur 2-3 ans, finalement. Est-ce que vous avez prévu une série de mesures plus complètes pour amenuiser les nuisances, pour... vous voyez un peu des fois, il y a des... Est-ce que ma question est claire? Do you get my point? Not so much. Est-ce que vous avez quelque chose en tête, par exemple? Non, ben, c'est-à-dire que des fois, remarquez, c'est juste d'informer. Sur d'autres projets, ça a été que il y avait de l'information qui était communiquée aux résidents à côté pour leur faire connaître un peu. Pas que les gens voient arriver les camions par hasard à un moment donné, mais que de une transmission d'informations à l'avance pour que les gens soient informés, tenus au courant, puis mettons même des fois, on leur fait visiter un peu les lieux de manière à ce qu'ils se sentent impliqués dans le projet qui fait partie de leur communauté. Yes. These are just... Yes. Well, first of all, not only to say that we live in this area and we care about our neighbors, most of our neighbors are parents of our students. They all live in this area. So the only time that the school is going to be closed is during the summer vacation. So not only are we trying to keep the noise and the dust down, etc., because we will be using the school as we will be constructing in the area. So as far as communication is concerned, we will be communicating when we have special construction events happening. If there are multiple trucks coming in, if they need to park somewhere, if there might be a little bit more noise than usual, all of that will be communicated to our parents, and we can definitely set up a system to allow our neighbors to know if there's anything in particular that's happening that's out of the norm. Does that answer the question? Madame, juste le résumé, vous êtes très bonne là-dedans. Je vous remercie beaucoup. Alors, l'intention, évidemment, c'est que dès qu'on aura entamé les processus, c'est d'inviter, c'est d'aviser les gens, des voisins, des étapes qui sont à suivre, et puis quand il y aura des changements majeurs au niveau du trafic, au niveau du trafic lourd particulièrement, d'en informer les voisins. Bien entendu, il y aura aussi de l'information qui vont se faire sur les modifications qui sont anticipées ou qui sont souhaitées dans le projet aussi. OK. Est-ce que je peux vous demander, je sais que dans le document que vous nous avez présenté, sont prévues différentes phases. Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que pouvez-vous nous en parler un petit peu plus de cet aspect? Oui, sur les documents, on a mis les pires cas. Ça veut dire, nous, on est capable de faire la construction dépendant de l'argent qui... fundraising. Les levées de fonds. Right. So, on a regardé le durée le plus long, si on n'est pas capable de faire tout en une phase, et on a mis cette information sur les documents. Si on est capable de faire la construction dans une phase, c'est notre préférence, mais je ne suis pas sûr que ça va être possible. On va essayer de le faire dans 2 phases. Ça veut dire le agrandissement biophilique avec la section qui est par-dessus le Student Lounge. On va faire dans une phase, et après ça, la rénovation des classes de sciences et le courtyard.
la cour dans une deuxième phase. Mais maintenant, je ne peux pas vous dire dans combien de phases parce qu'on n'est pas fini avec le levée de fonds. OK. Il y a une autre question qui concerne le pacte patrimonial du Mont-Royal qui a été signé il y a quelques années, en 2008, sauf erreur. Est-ce que vous êtes signataire de ce pacte-là? Vous ne connaissez pas? Non. Donc, la réponse, je présume que c'est non. Vous êtes pas... je ne sais pas. Non. Je ne peux pas savoir. OK. Parce qu'il y a eu plusieurs partenaires dans ce pacte. On se demandait si vous étiez partie de Je ne peux pas vous dire si oui ou non on est signataire. Je sais qu'en tant qu'école, à ce moment-là, moi, je commençais en administration en 2008. Alors, je ne peux pas vous dire exactement, mais je peux vous dire qu'on est, très fiers d'être voisins de la montagne. J'imagine que vous seriez au courant parce que normalement, il y avait une série d'engagements que les partenaires avaient signés. Non, je crois pas. Par rapport à ce pacte. D'accord. Est-ce que ça va? Oui. Comme il y a beaucoup de monde, j'hésite un petit peu à vous donner la parole, mais avec plaisir. Venez en avant. Ma question est pour la ville. Est-ce que oui. Okay. Proche du micro toujours. Okay. I wanted to ask if the city decides, if the borough decides to make this change to the percentage of space that's green space, and I'm not sure that this is the case. I have to research. If the valuation of my property is affected by the fact that there will be a 3-story building behind it, that space now, where right now there's nothing, is there something that I can do about that? Or is it tant pis pour moi? Well, it's a good question that you have. Can we go back to the presentation that the city made? Yeah. Just to make sure, because on the presentation we have. Vous pouvez parler en français. Peu importe. We have the property lines on one of the plans. Vu que Madame a dit que vous pouvez répondre en français, toujours dans la même préoccupation des gens qui nous écoutent ailleurs, qui peut-être sont moins familiers avec l'anglais. En fait, on a un plan que vous allez voir à l'écran, j'imagine, à l'instant. Donc, vous voyez la cour d'école ici, là, comme on mentionnait, qui est largement asphaltée présentement. Oui. Je présume que votre propriété est ici. Mon propriété, c'est tout l'espace asphalté. Il n'y a pas d'édifice c'est ça. En face dans mon jardin, c'est tout ouvert. Parfait. Donc, c'est vraiment, vous êtes ici et non ici? Non, ça, c'est pas moi. Exact. Ouais. Donc, avec l'agrandissement qu'ils vous ont mentionné d'environ 25 pieds, oui. On ne l'a pas ici sur le plan, là, mais parce que ça, c'est l'école actuelle, mais on peut présumer que l'agrandissement va se rendre à peu près à la limite de propriété, votre limite de propriété, environ. Bien. C'est une estimation qu'on fait là, rapidement là, comme expert. Ce qui veut dire que vous, dans les faits, la vue que vous allez avoir sur l'arrière, ça va être transformé d'une cour d'asphaltée à un espace verdi. Donc, non, parce que je suis plus bas. Vraiment, je suis plus bas. So, moi, j'ai pas vraiment vu de oui, tout à fait. J'ai des murs. So, c'est pas like je comprends qu'il va y avoir beaucoup d'arbres. Peut-être je vais voir des arbres, je sais pas. Mais pour moi, c'est plus l'édifice. Et you know what, ça c'est pourquoi j'ai demandé la largeur de l'édifice parce que je veux voir. Je ne suis pas sûre. Et that's why I asked the question. If there is an issue, and I'm not sure that there is an issue. Is there something that I can do about it? Bien, c'est ça. Si, dans le fond, de ce qu'on voit, là, il y aurait très peu, sinon pas d'impact sur votre propriété, en fonction des limites qu'on voit ici. Par contre, un investissement dans l'école va être embellie. Vous avez vu les plans d'architecture, la cour va être végétalisée. En fait, nous, ce qu'on voit plutôt à la ville, c'est une hausse des valeurs des propriétés avoisinantes lorsqu'un projet comme ça se fait. Parce que c'est une propriété, dans le fond, qui est à proximité d'une institution qui investit, qui s'embellit, puis qui verdit sa cour. Donc, ce qu'on peut présumer, puis évidemment, on ne connaît pas l'avenir, mais ce qu'on peut présumer, c'est que les hausses, la propriété sa valeur serait plutôt à la hausse et non à la baisse avec l'investissement qui est prévu.
Ceci étant dit, si malgré tout votre propriété, la valeur diminue, bien, vous pouvez toujours aussi contester. Il y a une procédure de contestation qui est prévue par la loi avec la Ville de Montréal, avec le service d'évaluation, si vous voulez contester l'évaluation de votre propriété. Ça peut se faire aussi. Mais c'est pas vraiment l'évaluation de propriété. Je suis plus... I'm more interested in the value of my property if I try to sell it. Mm-hmm. And am I going to have an issue with that? Mm-hmm. You know, because I know that my neighbor sold his property, and his property was all school, and there were issues because his backyard is all a 3-story brick mm-hmm. building. Mm-hmm. So, like I said, anyway. from what we see, your backyard won't be very affected by Yeah, the... maybe not. Maybe not. Yeah. Okay, thank you. Peut-être ça sera mieux, comme il dit. Que ça ne peut pas dire nécessairement que c'est bon pour vous, parce que vous aurez peut-être à payer plus de taxes. Bon, ceci semble, vu qu'il n'y a plus d'autres personnes qui souhaitent poser des questions, cela mettrait fin à notre séance d'information. C'est un record. Je tiens quand même à vous remercier. On comprend qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, parce qu'on l'a compris par la présentation qu'ils nous ont faite. Mais quand même, c'est d'autant plus méritoire que vous êtes venus et que vous avez posé quelques questions. Donc, je vous remercie. Je remercie aussi le représentant de l'arrondissement Ville-Marie et de l'école Saint-Georges pour avoir, je crois, bien répondu aux questions. Nous vous encourageons à continuer de participer, et ça s'adresse notamment à ceux qui éventuellement nous regardent via la web diffusion. Donc, vous pouvez déposer un mémoire par écrit. Il faut qu'il soit déposé avant le 11 avril. Vous pouvez le faire directement aussi. Il y a sur le site de la CPM, dans ce projet, il y a une série de questions qui sont posées, qui peuvent vous aider à exprimer votre opinion. Donc, il va être en ligne du 29 mars au 21 avril. Donc, je vous invite à y répondre, parce qu'il y a un certain nombre de questions qui n'ont pas été posées ici, qui sont dans cette... vous pouvez vous exprimer en ligne via cet outil. Vous pouvez aussi venir présenter votre opinion. Ceux qui ne souhaitent pas ou qui n'ont pas le temps de faire par écrit peuvent le faire oralement et venir le présenter devant la commission. Mais on vous demande aussi de signaler, de vous inscrire, signaler votre intention de venir vous présenter, de donner votre opinion. Donc, à la même date, donc avant le 11 avril, en communiquant avec M. Vizina, dont on a parlé au début, et dont les coordonnées sont indiquées sur le site. Il y aura une séance d'audition, éventuellement des mémoires qui seront présentées, que se tiendra ici, à la même place, le 17 avril prochain, à partir de 19h. Toutes les informations relatives aux prochaines étapes de la consultation se trouvent sur le dépliant que je vous invite, si vous ne l'avez pas, à prendre sur la table d'accueil, et ils sont également sur le site. En terminant, nous souhaitons vous rappeler que la documentation relative au projet demeure toujours accessible sur le site Internet de l'Office. On y ajoute des documents au fur et à mesure. J'inviterai notamment la question dont vous n'étiez pas sûr sur les dimensions, etc., à préciser voilà, au bénéfice de Mme Beauchemin. Non, Mme Kaklidonis. Vous vous rappelez le sens de la question? On va envoyer une copie de site plan avec les mesures à Andriane, et peut-être vous pouvez le mettre sur le site. Oui, ça va être nécessairement, ça va tous les documents qui seront, toutes les réponses qui seront fournies. Éventuellement, nous, la commission,
pourrait penser à d'autres questions que nous n'avons pas encore pensées jusqu'ici. Et nous le ferons par écrit et vous devez aussi nous remettre vos réponses qui seront mises accessibles sur le site de l'Office. Donc, au fur et à mesure que nous aurons des documents, incluant la web diffusion, les transcriptions des séances et l'ensemble des documents de la documentation et des suivis demandés ce soir seront disponibles et accessibles. Alors, merci beaucoup. Et à bientôt peut-être, pour certains, certaines.